Salut, tu as bien fait de tomber cette vidéo parce que en ce jour, tu vas comprendre tout sur les oscillations mécaniques. Donc reste connecté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras beaucoup de choses. Alors sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'exercice. Au cours d'une séance de travaux pratiques en vue d'étudier les oscillations mécaniques d'un système ressort plus solide, le professeur demande à votre groupe de déterminer la valeur de X pour laquelle la vitesse du système est maximale. Ça, c'est le but de l'exercice. Pour ce faire, le professeur accroche un solide ponctuel G de masse M égale à 200 grammes à l'extrémité libre du ressort de constante de raideur K égale à 25 Newton mètre moins 1 ou bien 25 Newton par mètre. L'ensemble ressort plus solide P coulissé, c'est-à-dire glissé, le long d'un support horizontal parfaitement lisse. Le solide est tiré à partir de sa position d'équilibre d'une longueur petit a égale à 2 cm et lâché sans vitesse initiale à la date t égale à 0. La position du solide est donnée par son abscisse X dans le repère OI. Vous voyez très bien, c'est un repère d'axe. Voir figure ci-dessous. L'énergie potentielle élastique est nulle lorsque le ressort est au repos. Ça, c'est une très bonne remarque. Ici, l'étude est divisée en deux parties. Dans la première partie, on va essayer d'étudier dynamiquement le système et dans la deuxième partie, on va aborder l'étude énergétique. Dans l'étude dynamique, nous avons les questions suivantes. Question 1.1. Représente qualitativement sur un schéma les forces appliquées au solide lorsqu'il est au point A. 2.1.2. On dit énoncer le théorème du centre d'inertie. Énoncer le théorème du centre d'inertie. En 1.3. Établir l'équation différentielle du mouvement du solide. 1.4. Vérifier que l'équation horaire du mouvement x de t égale à xm cosinus de racine carrée de k sur m t plus phi. Attention, le t là n'est pas sous la racine. Voilà, le t n'est pas sous la racine, il faut bien noter ça. Maintenant, on dit quoi? 1,5 déterminer oméga 0, la pulsation propre de l'oscillation, y compris aussi l'amplitude maximale et la valeur de la phase phi. 1,6, on dit décrire l'expression de x de t en fonction avec les valeurs numériques de oméga 0, xm et de phi. Énergétique, c'est-à-dire la deuxième partie, on demande dans la question 2.1 d'établir l'expression de l'énergie mécanique EM en fonction de K, M, X et X point. On rappelle que X point n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de la position X. 2.2. Montrer que cette énergie mécanique est égale à 1 sur 2 K fois A carré. En 2.3, on dit calculer sa valeur. En 2.4, 2.4.1, on demande de faire quoi? On dit la valeur maximale Vm de la vitesse du solide. On demande encore de déterminer enfin la valeur de x pour laquelle cette vitesse maximale est atteinte. Alors, chers apprenants, après une lecture brève de l'exercice, nous allons passer à la résolution des questions après question. Avant tout, nous allons faire l'étude dynamique. Analysons d'abord le schéma. Voici le schéma que nous avons ici. Chers apprenants, pour comprendre le schéma, c'est très simple. Voici le ressort à vide qui était à cette position. Maintenant, à partir du point G, on dit que dans la première représentation, nous avons ici un ressort qui est au repos. Là, on n'avait pas encore accroché la masse là-dessus. Maintenant, dans la deuxième position ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est la position d'équilibre. Après avoir accroché la masse, comme le texte l'a si bien dit, on dit que l'ensemble ressort plus le solide a glissé sur ce plan horizontal jusqu'à atteindre, à partir de là, jusqu'à atteindre cette nouvelle position. Ouais, ça a glissé de la gauche vers la droite jusqu'à atteindre cette position. Alors, si ça a glissé de la gauche jusqu'à la droite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la longueur à vide du solide
du ressort initial est plus petite que la longueur du ressort à l'équilibre, c'est-à-dire après le mouvement du point G. Donc, pour savoir si le ressort est comprimé ou même si le ressort a été allongé, voici la remarque qu'il faut faire. Quand tu regardes le solide et le ressort initialement, c'est-à-dire le ressort au repos, tu vois sa longueur. Et tu compares sa longueur au ressort après le mouvement ou bien après qu'on ait appliqué une force là-dessus. Cette force-là, elle peut être comment? Soit on comprend le ressort, ou soit on allonge le ressort. C'est une force que l'opérateur vient exercer sur le ressort, ou bien c'est une force exercée par le solide sur le ressort. Donc, tu regardes les deux positions, la position initiale du ressort et la position finale du ressort. Après avoir accroché la marche, il regarde très bien que cette longueur du ressort, cette nouvelle longueur du ressort est plus grande que la première longueur du ressort. Donc, ça veut donc dire que le ressort a été allongé, tout simplement. Mais s'il était dans le cas où la longueur à vue du ressort était plus grande que la longueur après avoir accroché la masse, si par exemple le ressort était, cette longueur était plus petite que la longueur que là on a dit que le ressort a été comprimé. Donc voici une remarque très simple. Alors, voici ce que le test nous dit. On dit de faire maintenant l'étude dynamique. L'étude dynamique ici, on ne va rien faire. On vient tout simplement dans le test pour voir les questions qu'on nous a posées et en fonction de ces questions-là, on va essayer de poursuivre avec l'étude dynamique. Dans l'étude dynamique, la première question, on nous demande de représenter qualitativement sur un schéma les forces appliquées au solide lorsqu'il est au point A. Chers apprenants, c'est la toute première question dans la partie 1. Donc, cette question-là, on va noter ça 1-1. Comme c'est une représentation que nous allons faire sur le schéma, donc on va écrire ici, voir schéma. D'abord, lorsque le ressort est au repos, c'est-à-dire à cette position, qu'est-ce que nous avons? Nous avons seulement que deux forces qui s'exercent sur le ressort au repos. Et ces deux forces-là, puisque le ressort est déposé sur un plan horizontal, il y aura la réaction du plan horizontal sur le ressort. Pourquoi? Parce que ici, notre système-là, c'est ressort plus solide. Ce n'est pas seulement que le solide uniquement. Moi, si c'était le solide uniquement, là, à cette position, on pourrait dire que le solide n'est pas présent. Donc, si le solide n'était pas présent, comme le système était le solide, alors on n'a même pas parlé de force ici. La seule force dont on allait parler, il faudrait que ça allait être tout simplement le poids du ressort. Mais dans tous les cas, ici, le système, c'est ressort plus solide. Comme c'est ressort plus solide, dans ce cas, on va aussi prendre en compte, même si ici, le solide n'est pas présent, on va prendre en compte tout simplement les forces qui vont s'exercer sur le ressort dans le premier cas. Et ces deux forces-là, nous avons la réaction du plan horizontal sur le ressort au point G et le poids du ressort aussi au point G, tout simplement. Donc ici, on va d'abord les représenter. Nous avons ici le poids du ressort qui est suivant cette direction. Il compose aussi maintenant la réaction qui est la force de contact. La réaction du plan incliné sur le ressort. Donc voici tout simplement les deux premières forces. Maintenant, analysons maintenant les forces qui vont s'exercer maintenant sur l'ensemble solide plus ressort au point A. Vous remarquez très bien que par rapport à la position initiale, si je mets ici par exemple, si je note ici, j'appelle ce point-là A0, ici je l'appelle A1, la première position de déplacement. Dans ce point-là, le solide avec quoi? Le système a été déformé, et le solide a été allongé. Donc du fait que le solide a été allongé, ça veut donc dire qu'il y a la présence d'une autre force, une autre contrainte qui s'est exercée sur le solide. Alors, une fois qu'on a appliqué le solide et on a mis le solide au ressort, il y a maintenant la présence de la troisième force. Et la troisième force là, c'est la force
d'attraction. Autrement dit, ce n'est rien d'autre que la tension du ressort. Pourquoi? Parce que si le ressort étant à sa position initiale, le but du ressort, c'est quoi? Une fois que tu accroches, vous accrochez une masse à un ressort, le but du ressort, c'est de faire quoi? C'est que après vous avez enlevé cette masse que vous avez accrochée là, le ressort cherche toujours à revenir à sa position initiale. Donc, une fois que vous accrochez une masse, même si le système oscille, qu'est-ce qui fait que le système oscille? Parce que le solide vient venir toujours à sa position initiale. Et la force qui permet cela, c'est ce que nous appelons la tension du ressort. Voilà pourquoi, lorsque vous remarquez très bien, si le ressort est comprimé, cette force-là a tendance à venir à repousser le ressort vers sa position d'équilibre. Or, sa position d'équilibre, c'est à gauche, se trouve à gauche. Sa position allongée, c'est à droite. Donc, si on veut représenter les forces qui vont s'exercer sur le solide au point A, l'ensemble solide plus ressort, tout simplement, nous aurons le poids P toujours. Le poids P. Toujours le poids P. Et la réaction R sont toujours là. Seulement que la nouvelle force qui va s'exercer, puisque le ressort est allongé, alors la force, la tension, va venir de ce côté. Donc, on va s'opposer à l'allongement du ressort. Donc, la tension du ressort vient dans ce sens. Je mets ici, vecteur tu. Vous voyez très bien, la tension du ressort ici s'oppose au vecteur unitaire, au centre du vecteur unitaire I. Alors, chers apprenants, voici tout simplement quelques mots comme il fallait faire la représentation graphique des différentes forces appliquées au système solide ressort. Passons maintenant à la question numéro 1-2. Dénoncer le théorème du centre d'inertie. Alors, on va énoncer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie, abrégé TCI. Théorème du centre d'inertie, communément abrégé TCI. On va énoncer ce théorème. Dans cette question, si on vous demande d'énoncer le théorème du centre d'inertie, beaucoup vont se limiter tout simplement à l'expression mathématique qui découle de ce théorème. Ce n'est pas faux, mais du tout, c'est insuffisant. Donc, pour une pareille question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour énoncer le théorème du centre d'inertie, vous allez d'abord énoncer ça de façon littérale, c'est-à-dire avec des expressions très claires. Vous voyez, non? Avant de dire maintenant son expression mathématique. Alors, qu'est-ce que nous dit donc le théorème du centre d'inertie? Le théorème du centre d'inertie nous dit tout simplement que lorsque nous avons un système, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures qui vont s'appliquer à ce système-là est égale au produit de la masse. Quelle masse? La masse du système par le vecteur accélération. Tout simplement. Donc, ce que nous avons dit là, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide, nous allons mathématiser ça. Ce qui veut dire, quand on parle de somme en mathématiques, c'est ce symbole. Vectorielle, la somme de quoi? Vectorielle, vectorielle de toutes les forces. Nous savons que les forces, elles sont les vecteurs. Somme vectorielle des forces. Quelle force? Extérieure. On met ici, à l'indice ici. Extérieure, appliquée au système. Maintenant, il y a dit égal. Ou bien non, donc on va mettre égal ici. Au produit. Quand on parle de produit, ça va dire multiplication. Au produit de la masse du système par le vecteur accélération. Donc, produit de la masse M du système, produit communément aussi noté comme ça, par le vecteur accélération. Tout simplement. Une fois que vous répondez à la question 1-2 comme ça, le correcteur même a envie de vous faire
un bonus. Alors, sans toutefois tarder, on va maintenant passer à la question 1.3. On nous demande d'établir l'équation différentielle du mouvement du système. L'équation différentielle du mouvement du système. Alors, suivez très bien cette partie. Parce que cette partie, ça fatigue beaucoup d'apprenants. La question 1.3 du système. Alors, pour déterminer l'équation différentielle du système ici, chers apprenants, on ne s'embrouille pas. Donc, puisque le système du mouvement, on dit équation différentielle du mouvement. À la position 1, le système n'est pas en mouvement. Donc, je ne vais pas m'intéresser à cette première position du ressort. C'est à la deuxième position ici que le ressort est en mouvement, y compris aussi le solide. Donc, l'équation différentielle du mouvement, tout va se passer à partir de la deuxième position. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Cette équation différentielle va s'établir à partir tout simplement du théorème du centre d'inertie que nous avons posé. Dans certaines, c'est bon, je veux dire quoi? Dans certains exercices, ils ne vont pas vous dire d'abord d'énoncer le théorème du centre d'inertie. Ils vont vous dire directement d'établir l'équation différentielle du système. Vous voyez? Ça veut dire que avant d'établir l'équation différentielle du système, vous devez désormais savoir qu'il faut d'abord énoncer le théorème du centre d'inertie et son expression mathématique de cette forme. Donc, tout simplement, puisque c'est à la base de cette expression que nous allons partir, lorsque je suis à la deuxième position, quelles sont les forces qui sont exercées à mon système? Les forces exercées à mon système, les forces sérielles, c'est les forces que je vois à l'œil nu. Nous avons la réaction, le poids P du solide et la tension du ressort. Or, ici, on dit que c'est la somme des forces vectorielles des forces extérieures. Donc, puisqu'il y a trois forces extérieures, je vais donc établir les sommes. Nous avons ici le vecteur T plus le vecteur P qui est le poids plus le vecteur R qui est la réaction. Égale la masse du système multiplié par le vecteur accélération. Tout simplement. Mais dans le cas des ressorts horizontaux, il faut bien noter que le vecteur accélération n'est pas égal au vecteur changé. Ça, il faut bien noter ça. Parce que les deux cas sont très, très différents. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir établi l'équation différentielle, je regarde maintenant le mouvement de mon solide, de mon système, s'effectue suivant quel axe. Très important. Ici, lorsque je regarde très bien, je vois qu'il y a un repère d'axe que le test m'a donné, c'est le repère OI. Ça veut dire que c'est sur le repère OI ça seulement que le mouvement de mon système a lieu. Donc, il n'y a pas de repère, ce n'est pas le repère d'axe O, ça peut être le repère d'axe OY ou même OJ. On n'a pas de l'axe OY. Mais ici, comme c'est le repère d'axe OI, tous les paramètres variables qu'il va utiliser ici, ça sera en fonction de IS. Ça peut être un repère d'axe OJ. C'est un repère d'axe OJ. Les paramètres variables que j'allais utiliser dans mon travail, ça va être tout simplement Y. Donc, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vais pas m'embrouiller. Après avoir rappelé cette expression mathématique, je vais maintenant chercher à projeter tous ces vecteurs-là suivant le repère d'axe du mouvement de mon système, qui est l'axe OX. Mais pour faire cette projection, je ne vais pas le faire dans les hasards. Donc, je vais marquer là, projection suivant OX. Donc, cette projection-là, j'aurai tout simplement T suivant X plus P suivant X plus la composante de la réaction aussi suivant X aussi. Égal à quoi? Pour de la masse par le vecteur, par l'accélération aussi suivant X. Donc, je vais projeter tous les vecteurs que je vois ici suivant le même axe. Et les projections, c'est T suivant X, P c'est P suivant X, R c'est R suivant X, égal à M. M, ça, c'est pas un vecteur. C'est un scalaire. Je le laisse comme ça. Le vecteur accélération aussi, c'est vraiment suivant X. Alors, après avoir fait ça, le souci de plusieurs apprenants,
C'est comment il faut déterminer maintenant T suivant X, P suivant X, arrêtez, P suivant X, R suivant X, paraît être plus simple, très clair. Mais le souci, c'est le T suivant X. Alors, si tu suis très bien cette partie, il n'y aura plus de problème à ce niveau, que le ressort soit comprimé ou allongé. Donc ici, on va d'abord commencer par les plus faciles. P suivant X et R suivant X. Comment je peux faire pour terminer P suivant X et R suivant X? Pour terminer P suivant X et R suivant X, je ne m'embrouille pas. Le X, c'est l'axe orienté par le vecteur unitaire I. Ce vecteur est horizontal. Maintenant, les vecteurs, le PX et RX sont les composantes des vecteurs P et les vecteurs R. Avant de faire la projection, je prends la peine de regarder. En mathématiques, on nous a dit quoi? Lorsque nous voulons projeter un vecteur sur un vecteur qui lui est perpendiculaire, alors la projection est nulle. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est la remarque que vous devez faire. Tout le reste, c'est les faits divers. Donc, ce que nous allons faire ici, le vecteur P et le vecteur R, leurs directions sont comment? D'abord, les deux vecteurs sont d'abord collinéaires. Un E. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même direction, même s'ils sont de sens contraire. Maintenant ici, le vecteur I est suivant l'axe horizontal. On remarque très bien que la direction du vecteur, des vecteurs P, R et I, la direction de ces deux vecteurs-là est perpendiculaire à la direction du vecteur unitaire I. Donc comme c'est perpendiculaire, tout simplement, ça veut donc dire que P suivant X égale à P et R suivant X égale à 0. Car R parallèle au vecteur P, l'ensemble là est perpendiculaire au vecteur unitaire I. Tout simplement. Chers apprenants, donc si ce cas, nos relations vont se résumer seulement à T suivant X égale à M à X. Maintenant, le T suivant X, comment on peut le déterminer? C'est là le souci de plusieurs. Je regarde très bien. Lorsque je regarde la direction de la tension T et la direction de mon vecteur unitaire I sont parallèles. Bon, en mathématiques, on dit que les deux vecteurs sont collinéaires. Mais du fait que les deux vecteurs soient collinéaires, mais ces deux vecteurs n'ont pas le même sens. Si vous regardez très bien, la tension vient comme ça, alors que le I va comme ça. Donc, comme c'est par rapport à l'axe des abscisses, on projette des sources. Donc, si on veut projeter mathématiquement le vecteur T par rapport sur l'axe des abscisses, pour pouvoir nous en sortir, on va tout simplement utiliser la relation de produit scalaire qui est déjà fait avec le professeur Doumbia. Donc ici, on ne va pas s'embrouiller. Pour déterminer la composante de T suivant X, je ne m'embrouille pas. À ce niveau, T suivant X, c'est égal à quoi? T suivant X, je fais la projection du vecteur T lui-même et le vecteur I. Ça veut dire leur produit scalaire. Une projection, une composante, c'est aussi un produit scalaire. Ça veut dire quoi? T suivant X égale à le vecteur T lui-même, scalaire, le vecteur unitaire I. Parce que c'est le vecteur I qui dirige l'axe OX, tout simplement. Et mathématiquement parlant, le vecteur I n'est pas oublié que c'est un vecteur unitaire. Donc ici, par définition du produit scalaire entre deux vecteurs, le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la norme, le produit de leur norme, c'est-à-dire la norme de la tension T, multiplié par la norme du vecteur unitaire I, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, l'angle orienté. L'angle orienté formé par ces deux vecteurs. Tout simplement, voici la définition du produit scalaire. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que nous pouvons dire? On peut dire que T suivant X égale à T, la norme du vecteur T, ça va être T lui-même, multiplié par
La norme du vecteur I, en plus, c'est un vecteur unitaire, sa norme égale à 1. Donc, 1 multiplié par le cosinus de l'angle. La question, quel niveau donc l'angle entre les vecteurs T et I? Voici la remarque, ne vous embrouillez pas. On a dit que quoi? Les vecteurs T et I sont collinéaires. Alors, ce que vous devez noter, notez très bien que lorsque deux vecteurs sont collinéaires, l'angle formé par ces deux vecteurs-là est soit un angle nul, ou soit un angle plat. Mais à quel moment on parle de l'angle nul et angle plat? Très important. Si deux vecteurs sont collinéaires, pour déterminer l'angle formé par ces deux vecteurs, je regarde le sens de l'un par rapport à l'autre. Je regarde le sens de l'un par rapport à l'autre. Si je remarque que les deux vecteurs qui sont déclarés collinéaires ont le même sens, et ils vont dans le même sens, dans ce cas-là, l'angle formé entre